transformation digitale, hein, ce qu'on va regarder. Dans notre cas, Digixit intervient toujours en équipe pluridisciplinaire, hein, et sur des espaces-temps très très courts. Donc l'idée, c'est, on va le voir, d'être capable d'apporter des solutions rapides, opérationnelles, de préférence des quick wins, donc c'est-à-dire des choses qui vont réussir, et on s'engage là-dessus de façon extrêmement forte. Donc aujourd'hui, on va reprendre quand même les grands principes de pourquoi aujourd'hui l'humain est un impératif pour le digital, hein. Je vais reprendre un schéma que j'aime bien, moi, qui est le cheminement personnel vers l'autonomie, qui est un parallèle entre l'évolution des entreprises, des organisations au cours des dernières décennies, et puis en parallèle l'évolution de l'humain par rapport à ça, plaquer un petit peu ce cheminement et s'apercevoir que on va avoir le même type de démarche. Derrière, bah, c'est quoi l'ambition, hein, c'est quoi l'ambition et l'enjeu. Et puis on va voir un petit peu les partis pris et les objectifs qu'on se donne. Et puis ensuite, les derniers webinaires, clairement, nous ont amené à des demandes de plus en plus importantes autour de use case, donc de cas concrets, de choses qu'on a pu faire. Donc je vais vous présenter 2 cas concrets. Un premier qui tourne sur un travail collectif autour de l'accompagnement du middle management dans la transformation digitale, dans la compréhension de ce que ça veut dire. Donc il y a un travail de 2 jours et on verra un peu en détail comment on peut l'appréhender. Donc 2 jours, c'est un espace-temps très court. On verra le fait qu'il y ait donc une équipe pluridisciplinaire face, ou avec d'ailleurs, je dirais pas face, mais en synchronisation avec 8 personnes de l'entreprise, et comment en 2 jours elles peuvent aboutir à des choses intéressantes en utilisant entre autres la Digixit Experience. Derrière, on s'intéressera également à un collectif en action. Donc ça, c'est des actions sur des populations plus larges et comment on peut initier, et ça peut être d'ailleurs la suite de la première du Human Digital Sprint Assessment. On a un premier travail plus cadré mais collaboratif autour de la compréhension des enjeux de la transformation digitale pour le middle management. Et puis ensuite, on va se tourner et élargir l'audience avec un outil un petit peu différent. Alors, l'humain, l'impératif du digital. Alors, moi, je regarde sur ce petit schéma. C'est Vincent Lennart qui l'avait à l'époque, dans les années 90, explicité, puis il a été repris ensuite par pas mal de monde. Mais grosso modo, c'est un mapping entre l'évolution des entreprises qu'on appelle tribales, mécanistes, transactionnelles et holistiques. Alors oui, juste, on a un espace-temps de 15 minutes, hein, j'ai oublié ce petit détail, hein, sur ce webinaire, c'est 15 minutes d'exposé et ensuite 30 minutes où vous pouvez donc poser des questions. Donc clairement, je ne peux pas rentrer trop dans le détail, mais là, je vais juste revenir sur des choses qui sont assez courantes. Si vous souhaitez ensuite rentrer dans le détail de ce qui est le tribal, mécaniste, etc., toutes ces définitions sont disponibles sur le net et la vidéo le webinaire qui est présenté sera mis à votre disposition en replay, donc vous pourrez tout à fait retravailler sur ces domaines-là. Donc, grosso modo, la démarche des entreprises qui est au départ, ben, j'apprends, hein, donc je vais apprendre à dépasser mes craintes, je vais être dans une phase d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle la phase tribale. Puis ensuite, je vais recevoir une information et je vais la remettre en question. Hein, donc, je vais quelque part souffrir de ne pas réussir. Je doute de moi et éventuellement de celui qui m'a appris. On va passer en phase transactionnelle. Hein, donc là, c'est tout doucement, j'acquiers une autonomie. Hein, donc, je vais me mettre à montrer que je sais faire encore mieux et que je suis capable de dépasser ce qui m'a été enseigné. Et puis le dernier stade, qui est le stade vraiment d'être productif avec l'autre. Hein, donc on va travailler, progresser ensemble, partager vraiment, se sentir plus libre et plus serein. Donc cette évolution, c'est une évolution qu'on va connaître dans l'évolution des entreprises qui vont de plus en plus vers le collaboratif et on verra pourquoi. Et puis, quelque part, l'individu, à son niveau, va effectivement également vivre la même démarche. Bon, donc les enjeux derrière des ressources humaines, de l'humain face au digital. Hein. Bon, le premier sujet, clairement,
hein, c'est que aujourd'hui, l'implication des collaborateurs est perfectible, hein, et on a compris jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps, on avait abouti à un système de processus permettant de prendre en charge le fonctionnement d'un ensemble, hein, d'une organisation. Aujourd'hui, on rentre dans une telle complexité et une telle diversité des événements, complexité des systèmes et diversité des événements qui peuvent se présenter, qu'on ne peut plus se suffire de processus, hein, et il va falloir s'appuyer sur l'implication des collaborateurs pour être capable de réagir et d'apporter d'aboutir à des situations favorables. Le deuxième aspect, on a eu tendance un petit peu à être sur des précarés, donc à évoluer en fonction de ce que faisait une concurrence, mais dans un cadre bien fermé. Et puis, bah, tout le monde le sait, hein, sur les 10 ou 15 dernières années, il y a eu une remise en cause de cet ordre établi, avec un certain nombre de start-up, avec un certain nombre d'entreprises qui sont venues remettre en cause tout ça. Et donc, on va être obligé aujourd'hui de se remettre vers l'inédit, vers l'innovation. Mais pour nous, c'est important l'inédit. Et surtout, cette innovation, elle va devoir s'appliquer à toutes les strates de l'entreprise, que ça soit au niveau du produit, de la stratégie, du marketing, mais aussi du fonctionnement. Donc, c'est une vraie remise en jeu par rapport à ça. Pour terminer, ben on a une entreprise, il va falloir qu'elle puisse fonctionner avec des talents. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la grande difficulté. C'est au-delà des modes de fonctionnement, de l'inédit que je vais pouvoir apporter au niveau de mes produits, de ma stratégie, ou de mon fonctionnement. Ben, si jamais j'ai pas des talents qui sont à même de m'accompagner pour pouvoir avancer et progresser, ben, quelque part, ça va pas fonctionner. Donc aujourd'hui, il y a une attente de la part des collaborateurs qui cherchent un management plutôt participatif. On est basé sur la confiance. On a une attente, entre autres, de la génération Y, c'est cette nouvelle génération des 20-30 ans, sur du développement de compétences. On a attente d'avoir une évolution professionnelle qui soit transparente. Et puis, il y a toute la notion du bien-être, qui aujourd'hui avait été abandonné, et on se remet à travailler sur ces aspects-là de manière à ce que le collaborateur soit attaché à son entreprise et envie d'y aller et travaille dans un contexte qui soit intéressant. Alors, l'ambition, donc, c'est par rapport à la transformation digitale, c'est de mettre de l'humain dans le digital. Il faut reconnaître chaque individu comme acteur du digital. Et il va falloir accompagner les défis des collaborateurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va développer, on le verra, une autonomie des individus, il va falloir aussi être capable de suivre derrière. Donc il y a une vraie transformation des modalités de fonctionnement. Et bon, donc il faut y aller sérieusement. Bon, nous, au niveau Digixit, donc on va le voir en application, hein, c'est on considère que la complexité des enjeux au niveau de la transformation digitale fait que on doit être multidisciplinaire dans les expertises pour être capable d'avancer de façon intéressante. Il faut être capable d'être dans de l'inédit, hein, et non pas de l'innovation. On fait bien cette différence, qui est de rappeler que l'inédit, c'est de faire quelque chose qui n'a pas existé. Et puis, on va s'intéresser aux modes de fonctionnement qui permettent à une collectivité, à un groupe, à une organisation d'avancer ensemble de façon la plus efficace. Donc, les objectifs donc derrière, bon, c'est partager effectivement les points clés qui permettent de comprendre pourquoi il y a une transformation digitale. Et puis, à un moment donné, il faut qu'on rentre dans un processus un petit peu exceptionnel où tout d'un coup, il y a une véritable envie, et tout va tourner derrière l'envie, de devenir acteur dans cette transformation. Alors, on va regarder quelque chose de concret, parce qu'au bout du compte, hein, toujours pareil sur l'espace-temps très court qui nous est donné, c'est difficile de rentrer dans plus de détails, et je pense qu'une bonne expérience concrète permet de bien mesurer comment on peut aborder, quel est ce travail au niveau des ressources humaines, pour avancer sur la transformation digitale.
Donc ici, je vais vous présenter une expérience qui a été faite auprès d'une ETI qui tournait justement dans la difficulté. Donc il y avait une vraie volonté de pouvoir d'aller vers la transformation digitale. Et il semblait qu'il y ait une réticence sensible au niveau du middle management, donc des managers. Et donc, il était nécessaire de pouvoir aller plus loin, partager collectivement cette démarche de manière à ensuite y aller avec le minimum de freins. Donc, on a travaillé sur 2 jours. Hein, donc, c'était des journées entières, 10h, 18h, 1 heure de déjeuner. Les équipes mixtes, donc on a du côté Digixit 5 experts, donc les expertises sont appelées en bas en intelligence collaborative, en stratégie data, relations clients et excellence opérationnelle. Alors pour moi c'est à la fois complémentaire, mais c'est quand même 2 disciplines qui sont aussi un petit peu indépendantes. Hein. La relation client, on est vraiment dans l'écoute du client, le customer centric et comment apporter une réponse totalement adapté à la demande de ce client. Et puis l'excellence opérationnelle qui est, je ne peux pas me permettre de ne pas apporter quelque chose d'exceptionnel. Bon, de toute manière, toute mon énergie est vouée à ne pas aboutir. La communication interne, et puis le système d'information qui reste encore, alors une fois de plus, un moyen. À chaque fois, souvent, on a tendance à croire que c'est l'objectif de la digitalisation, de la transformation digitale, et en fait, on est bien dans une logique du système d'information au service de la transformation digitale. Donc, ça se passe en extérieur. 8 collaborateurs, donc en l'occurrence, ce qui s'est passé ici, c'était donc des responsables de département, mais au sens, il y avait des gens de la finance, des gens du marketing, des gens du système d'information, des DSI. Il y avait, pardon, excusez-moi, donc des différentes personnes extrêmement différentes, et on a créé donc des petits groupes mélangés avec les experts du Digixit de manière à travailler sur le sujet. Donc, qu'est-ce qu'ont été les livrables sur cette opération? C'était un plan d'action à destination des managers intermédiaires, et on verra un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, il y a eu un certain nombre d'outils qui ont été utilisés pendant ces 2 jours, et quelque part, le résultat de l'utilisation de ces outils sont des éléments tout à fait tangibles pour avancer. Donc, les bénéfices qu'on en a retenus, puisque aujourd'hui ça a été exécuté, réalisé, et le retour que l'on en a eu, c'est il y a eu effectivement une bonne prise de recul collective sur les enjeux de la transformation. Il y a eu une appropriation partagée de ces enjeux, et puis l'idée c'était de fédérer aussi tout le monde autour de ça. Donc, une phase de préparation du sprint, bon, ça se passe quand même quelques jours avant le sprint de 2 jours, hein, donc être capable d'identifier les besoins et les objectifs, hein, identifier évidemment les participants à ce fameux sprint, et puis on envoie un questionnaire aux personnes qui ont été nos interlocuteurs, de manière à voir par quel bout ils veulent commencer. Maintenant, c'est pas pour autant que le sprint va se dérouler uniquement sur les sujets qui nous sont présentés. Donc, en détail, le premier jour, le matin, on est d'abord tous ensemble et ensuite par équipe. Hein, donc, c'est des petites équipes, je le répète, c'est des binômes. Donc, on a les 5 personnes, les 5 experts de Digixit et la population, en l'occurrence, c'était 8 collaborateurs de l'entreprise. On va créer donc des binômes qui vont travailler indépendamment les uns des autres, puis ensuite qui vont venir apporter un certain nombre de conclusions qui vont être partagées. Donc, l'introduction, c'est grosso modo, on va évidemment s'intéresser à l'objectif du sprint, hein, donc qui vous êtes, qui on est, comment on va travailler, etc., le thème abordé. Ensuite, il y a un vrai positionnement par rapport à ce groupe, donc qui quelque part, plus, hein, est porteur de disciplines très différentes, hein, donc un financier vis-à-vis du marketing, vis-à-vis des gens de l'informatique. C'est clair que leur approche est totalement différente. Donc, à un moment donné, on va se poser la question de, dans le fond, qu'est-ce qu'on sait d'un manager intermédiaire? C'est quoi sa mission? Dans le fond, à votre avis, c'est quoi ses angoisses, ses difficultés, etc. Alors, ça surprend toujours parce qu'on dit, mais attendez, ceux qui pourraient en parler, c'est le manager intermédiaire. Donc là,
on va voir que c'est dans une deuxième phase, à partir du moment où les interlocuteurs qui sont là vont se poser un certain nombre de questions, qu'on va aller sur le terrain pour s'assurer que dans le fond, cette perception est bonne. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'on peut tout à fait, dans le groupe, dans le sprint, y intégrer des managers intermédiaires, ça n'enlèvera absolument rien, voire ça sera probablement très positif. Donc, toujours dans la compréhension du manager intermédiaire, qu'est-ce qu'on attend d'eux dans le cadre de la transformation? Dans le fond, il y a une vraie attente. Si on imagine comme ça, nous tous, là, avec nos visions très différentes, c'est dans le fond, qu'est-ce qu'on pense que le manager peut apporter? Et puis, c'est quoi les questions qu'on pourrait poser pour mieux connaître ce manager intermédiaire? Donc, les outils qui sont utilisés, donc on est dans une logique de brainstorm. Donc, là, on est vraiment dans des outils design thinking. On a ce qu'on appelle donc la carte des parties prenantes, c'est-à-dire c'est définir les parties prenantes et c'est un outil bien particulier. Là, les équipes sont séparées. Et puis, on va terminer sur définir des trames d'interview, des grilles d'observation, donc qui vont être les outils qui vont être utilisés pour aller interroger les managers intermédiaires. L'après-midi, on va s'intéresser à l'interview. Donc, il y a 6 binômes qui vont aller. Alors, ça se fait en général par téléphone, parce que c'est toujours un petit peu compliqué en termes d'organisation. Donc, je vous rappelle qu'on a juste démarré il y a 4 heures, donc on est très très court dans l'espace d'avancée. Et donc, on va interroger les parties prenantes, c'est-à-dire que chaque binôme, de façon totalement indépendante, va appeler 2, 3 managers intermédiaires, va utiliser la grille que l'on a définie en fin de matinée, et on va donc pouvoir récupérer un certain nombre d'informations. Donc derrière, on va digérer cette information, la partager avec les autres groupes, et puis on va se mettre cette fois-ci à reformuler le challenge, c'est-à-dire qu'on a d'une part eu une réflexion entre nous de ce que pourrait être l'attente et les raisons, le positionnement du manager intermédiaire dans cette transformation digitale. Et puis derrière, on va le reformuler à travers les informations qu'on a récupérées du terrain. Et puis on va faire une restitution plénière, c'est-à-dire que face à l'ensemble des 6 binômes, donc les 6 binômes se retrouvent et on va pouvoir faire une présentation. Donc derrière les outils qu'on va utiliser, c'est le storytelling, les proto-personas, tout ce qui est le parcours utilisateur, donc de manière à suivre quelle est la journée d'un programme, d'un manager intermédiaire. On peut utiliser des outils comme le Nuggets Frame ou des matrices de 2. Bon, c'est un certain nombre d'outils qui se sont choisis d'ailleurs au préalable. On ne va pas nécessairement les imposer et qui vont essayer de coller avec la philosophie et les méthodes de travail qui sont en place dans l'entreprise. Donc le jour 2, là on va être dans la phase d'idéation, c'est-à-dire qu'on va commencer cette fois-ci à puiser à travers le terreau de ce qu'on a pu récupérer la veille, et on va commencer à faire un prototypage. Alors, de la même manière qu'on pourrait faire un prototypage d'une application informatique, on va utiliser les mêmes outils pour cette fois-ci être dans un prototypage dans le fond, qu'est-ce qu'on pourrait lancer comme action vis-à-vis des managers intermédiaires pour les accompagner dans cette transformation digitale. Donc, on va définir un plan d'action, critères de succès, et puis, l'après-midi, on va s'intéresser donc à la restitution et faire un test. Donc, on va tester auprès d'une population très restreinte. Et puis, concrètement, donc c'est vraiment très, très riche et extrêmement nourri. On va pouvoir définir une stratégie. Le premier pas franchissable, donc ça peut être tout simplement, on est un mardi soir, demain matin, mercredi, on va envoyer un mail à un certain nombre, à une population donnée pour pouvoir démarrer une démarche. Voilà. Derrière le feedback, le débrief des 2 journées. Et alors, ce qu'on utilise comme outil, c'est le brainstorm, on en a déjà parlé. Le mashup, c'est le fait d'aller puiser dans d'autres métiers. Par exemple, je suis dans le retail et je vais m'intéresser à quelque chose qui se fait dans le médical. J'ai une astuce qui permettrait, dans un cadre différent, d'apporter des idées intéressantes. Donc, on va essayer d'aller récupérer un certain nombre d'informations autour de ça. Et puis, il y a le feedback grid, qui est l'outil permettant d'avoir un feedback efficace. Voilà, donc une équipe pluridisciplinaire qui vient se marier avec
à se synchroniser totalement avec l'entreprise, un espace-temps très très court, et derrière un plan d'action opérationnel qui a été quelque part testé, qui a été partagé, qui a été donc on a véritablement quelque chose qui a très haute value, très haute valeur, pardon. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Alors il y a une autre utilisation qui est ce qu'on appelle le trail boost, qui est là le collectif en action. Donc quelque part, on a initié une démarche auprès d'une population plutôt restreinte. Donc l'idée c'était un partage, c'était de fédérer les équipes de manière à ce qu'il y ait, ça peut être un COMEX, ça peut être un comité de direction, ça peut être... Et on va ensuite s'intéresser à un autre... Donc là, c'est une autre illustration de ce qu'on est capable de faire d'un point de vue collectif autour de la transformation digitale, qui est donc le Trail Boost. Donc là, c'est une réflexion, le Trail Boost, toujours pareil dans une réflexion de ressources humaines, qui tourne autour de... voilà, aujourd'hui, la transformation digitale, c'est des opportunités à saisir. Donc on se retrouve dans un contexte où on doit se réinventer. On parle beaucoup d'entreprises libérées, donc c'est le fait quand même de rentrer dans des modalités beaucoup moins hiérarchiques, avec du collaboratif, avec quelque part un aplatissement des niveaux, de manière à créer le maximum de dynamique. On est face à une population de collaborateurs qui sont quand même désorientés, souvent un peu essoufflés parce qu'ils en sont à la 5e réorganisation et pas nécessairement très satisfaits du résultat qui est derrière. Et puis ils se retrouvent un petit peu seuls. Donc c'est comment arriver à les réintégrer dans un groupe avec du partage. Ils ont une envie d'un sens à leur vie professionnelle. C'est quelque chose qui aujourd'hui est très important. Et puis on a aussi maintenant de plus en plus cette volonté, on est soucieux de la planète, on veut pouvoir se déplacer, donc on parle de télétravail, on parle d'un certain nombre de mécanismes beaucoup plus dynamiques que ce qui avait pu être proposé jusque-là. Donc on est face à des générations qui sont demandeuses d'autonomie et puis qui veulent travailler dans un mode collectif, un co. Voilà. Donc, l'opportunité pour passer au monde 3.0, c'est quoi? Il faut être capable d'accompagner, d'expliquer le changement. C'est fondamental. On est plus dans une logique de mettre en mouvement plutôt qu'essayer d'apporter des solutions, parce qu'au bout du compte, c'est le mouvement qui va générer des opportunités et qui va permettre surtout à chacun de se positionner. On pense que l'élément fondamental, c'est d'être capable de créer le partage et de pouvoir se l'approprier. Ça va sans dire, mais ça va en disant malgré tout. Il faut être capable donc de faire émerger de nouvelles idées. Et puis il y a cette notion auquel on tient beaucoup, nous, c'est passer à l'action, mais avec plaisir. C'est-à-dire que si jamais je veux y aller, c'est parce qu'on m'a donné envie d'y aller, et quelque part, naturellement, je vais rentrer dans une dynamique positive qui va permettre de faire avancer l'organisation, l'équipe ou le groupe dans lequel je me déplace. Donc, qu'est-ce qui va nous alimenter donc derrière ça, c'est être capable d'établir des passerelles entre une culture d'aujourd'hui et l'innovation. On est bien dans cette transformation digitale, mais surtout, j'insiste beaucoup, c'est oublions un peu le passé, et surtout intéressons-nous à comment aller vers l'avenir. Aplatir les niveaux hiérarchiques, on en a entendu parler, c'est-à-dire c'est redonner la parole à chacun, équilibrer et surtout exacerber le talent de chacun de manière à ce qu'il puisse donner toute sa valeur pendant cette phase de transformation. Miser sur l'humain, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer effectivement sur l'humain, on va être sur la confiance, sur le partage, être dans le co, donc c'est on travaille ensemble, et puis on va vite d'expérience, c'est-à-dire qu'au bout du compte, on ne va pas s'imposer nécessairement des évidences, et puis tout d'un coup, on va s'embarquer dans un tunnel, et puis on va ressortir en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et au bout du compte, peut-être avoir des échecs retentissants. On va plutôt être face à des mini-expériences, avec peut-être des mini-échecs, mais aussi des vrais succès. On va pouvoir ensuite transformer et faire grandir en fonction des résultats obtenus. Donc, derrière le Trail Boost, donc notre proposition, c'est quoi? C'est un dispositif d'appropriation sur des sujets stratégiques qu'on partage avec les collaborateurs
et qui enrichit l'intelligence collective de chacun. Voilà. Alors, je vois que mon temps est déjà largement passé, donc je vais accélérer un petit peu le processus, ma démonstration, pour vous laisser la parole. Donc, les principes, c'est, on a un sujet stratégique, on peut faire donc une opération sur 200 personnes, par exemple, ça a été le cas de cette présentation, avec 5 groupes de 40 personnes, 5 sous-groupes de 8 personnes. Vous voyez, c'est très différent de la première proposition que je vous avais présentée. Et puis ensuite, on a un certain nombre d'outils qui sont des outils très concrets. Le Trailboard, on verra que c'est une espèce d'immense poster sur lequel on rappelle grosso modo les enjeux. Le Trail Tool, qui est un carnet qui permet d'expliquer les méthodes qui vont être utilisées pendant la démarche. Le Trail Data, ben, on va récupérer des données de manière à pouvoir visualiser des résultats. C'est-à-dire, on va piloter la démarche de manière à obtenir quelque chose d'intéressant. Puis la Trail Map, ça va être quelque part la roadmap, hein, c'est le plan d'action qui va aboutir derrière, permettant d'enclencher une étape, hein, ou une étape globale ou une démarche globale de transformation digitale. Donc on a une phase de préparation, une phase de réalisation, d'exploitation et de restitution. Donc l'étape 1, bon, on en a parlé, c'est la préparation, donc on va se poser la question. Donc le trailboard, hein, c'est un immense poster avec qui fait vraiment 2 mètres sur 1 mètre, hein, et qui rappelle les grands principes d'objectifs que l'on veut atteindre. Le petit carnet, le Trail Tool, j'avance assez vite pour vous donner la parole derrière, qui va permettre donc, qui est un outil à disposition des collaborateurs pour savoir comment ils vont fonctionner. Sur la deuxième étape, donc on va travailler en atelier, hein, donc on va être de façon séparée et on va se mettre à s'interroger sur justement les questions stratégiques en termes de transformation, des moyens qu'on va mettre en œuvre et comment on va pouvoir les. Alors tout ça, c'est animé en design thinking, donc c'est par des principes qu'on a pu voir dans la première présentation là. Et l'idée, c'est de dynamiser au maximum, que les gens se posent des questions. La parole est ouverte à tout le monde et les outils, par contre, qui sont à disposition permettent de synthétiser de manière à aboutir à des résultats tangibles. Le Trail Data, qui lui va permettre donc de récupérer un certain nombre d'informations. Alors ça peut être soit des informations nécessaires à la compréhension du sujet sur lequel on travaille, par exemple en l'occurrence on est sur des données de chiffre d'affaires, etc., et de voir comment on va pouvoir analyser cette information et comment y réagir derrière. Mais ça peut être aussi des informations de data qui sont exploitées pendant la phase du Trail Boost, hein, et qui vont permettre tout doucement de mesurer les avancées de la démarche. Le Trail Map, ben là on est sur des outils qui permettent ensuite de définir le plan d'action derrière et comment on va fonctionner. Alors la particularité de ce système, c'est donc là on est véritablement dans un principe où l'humain est au cœur de la démarche, hein, donc chaque salarié est acteur du changement. On va utiliser l'intelligence collective de manière à ce que on puisse associer les collaborateurs aux enjeux de l'entreprise. Donc là, ils sont au cœur du système, ils vont pouvoir mesurer les avantages d'une telle démarche. Il faut qu'on arrive dans une logique humaine d'un équilibre humain, c'est-à-dire on va avoir un partage singulier pendant un espace-temps donné. Et puis derrière, surtout, on va passer à l'action, c'est-à-dire que j'ai été acteur de la démarche, je suis rentré dans un processus qui va aller vers la transformation digitale, j'en ai pris conscience et j'ai compris les enjeux derrière, et je vais aller à l'action avec envie. Donc, grosso modo, c'est quelque chose qui se joue en 4 semaines à partir du moment où on décide de démarrer la démarche. Donc, il y a le travail autour du sujet stratégique sur la première semaine. La deuxième semaine, on va faire un test à petite échelle autour du sujet qu'on a identifié et qui est suite au résultat de la préparation du trail de la semaine 1. La semaine 3, on va exécuter le trail. Et puis, pour terminer, on va avoir le phénomène de boost qui est très important, qui est la mise en œuvre opérationnelle de ce qui a été défini pendant le trail. Voilà, bon, à titre d'information, on a quelques références. On a travaillé pour le CEA, pour les laboratoires Fresenius, l'hôpital Foch, bon, de la manière qu'on avait d'autres références, première présentation. Voilà, donc écoutez, j'ai été un petit peu long, j'en suis navré, j'ai un peu dépassé, voire largement passé mon temps. Donc, je rappelle le principe du webinaire, c'est maintenant la parole vous est donnée.
Ici, l'objectif, c'était de vous montrer un petit peu à quel point l'humain était aujourd'hui un élément majeur dans cette transformation digitale. Quels sont les moyens qu'on essaye de mettre en œuvre? Alors, vous voyez qu'on s'appuie sur à la fois la pluridisciplinarité, sur des méthodes d'intelligence collective et collaborative. Pourquoi? Pour pouvoir créer cette dynamique et cette envie qui va permettre d'aller vers un résultat optimal. Voilà. Donc le principe, c'est vous avez le chat hein, qui est en bas de l'écran. Vous pouvez donc on ne donne pas la parole directe parce qu'autrement ça crée un brouhaha un petit peu compliqué. Et les questions sont les bienvenues de toutes sortes. N'hésitez pas, je suis à votre disposition pour ça. Alors je devais avoir une autre personne qui devait être là, mais malheureusement elle est pas très en forme, donc je suis resté seul à votre attention. Donc une fois de plus, hein, alors, je sais bien que c'est toujours un petit peu lent au démarrage, et puis ensuite on se retrouve avec une pléthore de questions. De toute manière, vous avez mes coordonnées qui sont affichées là, et qui fait que n'hésitez pas à me contacter. On est toujours avec grand plaisir à votre disposition pour échanger sur tous les sujets qui vous paraissent pertinents. Euh, alors, je vois qu'il y a Frédéric qui... Oui, alors effectivement, alors une fois de plus, Frédéric, ça dépend. Une fois de plus, nos actions sont des choses qui se font sur mesure. C'est quand même le principe de la cabinet de conseil. Et donc, on va évidemment tenir compte d'un certain nombre d'un contexte de l'entreprise pour pouvoir ensuite euh, pouvoir imaginer des propositions qui soient adaptées. Donc, pour des équipes, des collaborateurs démotivés, on peut tout à fait être on s'inspirera, on va appliquer le même type de processus que le deuxième là, qui a été présenté, mais on va s'appuyer énormément sur donc sur ce qu'on appelle nous la DGCIT expérience, qui est donc un certain nombre d'outils, dont certains qui sont inspirés du design thinking. Et clairement, la construction de demain se fera par les collaborateurs et nous allons mettre en œuvre moyens et des garde-fous qui permettront de garantir que ce qui a été défini par les collaborateurs vont bien être mis en œuvre. Il y a entre autres une vraie difficulté dans cette démarche qui est vis-à-vis de la direction, qui est ce qu'on appelle le lâcher-prise. C'est-à-dire que si une entreprise n'est pas convaincue que le lâcher-prise lui permettra de dépasser un certain stade pour rentrer dans la transformation digitale de façon interactive et intéressante et dynamique, s'il n'y a pas de challenge à ce niveau-là et pas de volonté forte de la direction, ça ne marchera pas. Donc, il y a bien un lâcher-prise de leur part, et il faut que le collaborateur en soit conscient. Alors, effectivement, la question sur quand il y a une partie de la direction ou une des directions qui n'est pas favorable aux bonnes pratiques, bah, quelque part, c'est bien dans ce partage et dans ces méthodes que l'on va pouvoir, donc dans le travail collaboratif, que l'on va donner, qui va permettre de donner la parole à l'ensemble des parties prenantes d'un sujet donné, et la direction, quelque part, n'est qu'une partie prenante parmi d'autres. Et les méthodes utilisées dans le design thinking sont telles que cela fait émerger, d'une part, les idées, ça c'est un premier point, donc chaque collaborateur a la parole, mais surtout, ça challenge l'éventuelle réticence de la part d'une des parties prenantes, qui peut être la direction en l'occurrence, dans le fait de retenir ou pas une idée. Entre autres, dans les mécanismes qu'on utilise pas mal, nous, qu'on trouve par exemple dans tout ce qui est l'holocratie, sur des méthodes d'entreprises libérées, c'est quelque part si un expert désigné ne voit pas d'inconvénient à lancer une idée, par définition, on va la lancer. On va pas se mettre dans une logique de
ah bah j'en sais pas trop rien, c'est pas évident, etc. Non, c'est si jamais il n'y a pas une argumentation contre une idée donnée, à ce moment, elle sera lancée comme une expérience avec un risque d'échec éventuellement, etc. Mais ce que moi je retiens de nos expériences dans ce domaine-là, c'est quand même le fait que les personnes réticentes, en général, sur des actions comme celle-là, vont totalement changer d'avis à l'issue de la démarche. Parce qu'ils prennent conscience, parce qu'on est dans la transparence, parce il n'y a plus de non-dit, parce qu'il y a du partage, parce qu'il y a une mise en valeur de gens qu'on considérait comme pas nécessairement très compétents et puis qui se révèlent extrêmement talentueux. Et cet ensemble très positif, hein, va permettre de faire changer les postures. Hein. En tout cas, c'est l'objectif à atteindre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de façon positive. Bon, ce qui est certain hein, derrière tout ça, c'est clairement ouais, il faut qu'il y ait une conviction profonde de la part des dirigeants de l'entreprise quant à la nécessité de basculer. Et aujourd'hui, clairement, c'est quelque chose qui devient assez naturel. Hein, quoi. Je veux dire, les gens comprennent qu'ils arrivent à une limite dans leur démarche hein, et qu'ils ont tout tenté dans des modèles très classiques. Ils ont tendance aussi à avoir soit du turnover, soit donc avec des départs importants. Donc au bout du compte, l'entreprise se voit fragilisée, avec des gens qui sont totalement démotivés et donc qui quelque part dans des moments plus critiques vont pas nécessairement réagir de façon intéressante et donc mettre une fois plus l'entreprise en fragilité. Donc c'est aujourd'hui plutôt des situations critiques qui amènent les entreprises quelque part vers des modalités différentes pour pouvoir avancer. Oui, alors, donc Frédéric, pour reprendre, donc la prise de conscience de la part de direction n'est pas forcément au rendez-vous et les collaborateurs ne savent pas comment faire émerger le problème souvent. Effectivement, donc d'où l'intérêt de l'outil. Alors, déjà, je pense que nous, on est plutôt favorable pour faire des petites expériences. En fait, l'angoisse souvent des directions, c'est de se lancer dans une démarche euh, un peu massive qui les emmène dans un endroit où ils ont l'impression qu'ils ne pourront plus en revenir. Donc nous, on est plutôt favorable sur un travail alors ça peut être sur un sujet donné, mais c'est vraiment une fois de plus une expérience hein, qu'on fait vivre à l'entreprise qui permet de prendre conscience, donc de le vivre, parce qu'on a souvent tendance à se faire tout un fantasme autour de ce que sont ces différents outils. Donc à un moment donné, il faut le vivre, il faut être suffisamment précis dans le sujet que l'on souhaite aborder pour espérer en avoir un résultat tangible, et puis vivre cette expérience de manière à en mesurer derrière les avantages. Alors pareil, il faut aussi avoir des éléments hein, qui permettent des critères d'appréciation, de manière à ce qu'à la sortie de l'expérience, on puisse effectivement mesurer le niveau d'évolution et de progression de la démarche. Donc ça, c'est pour moi ce que j'aurais tendance à dire, hein, c'est soit on fait un travail déjà au niveau de la direction, un peu comme la première expérience que je vous ai présentée, où là c'est dans un comité plus fermé, et souvent on fait ça avec des comités de direction, hein, donc là on se retrouve avec les différentes parties prenantes d'un comité de direction, et quelque part on les oblige à sortir déjà entre eux, se mettre d'accord sur des objectifs, le partager, être dans la transparence, hein, et puis aboutir à quelque chose qui est autour de quel ils sont fédérés. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase qui est plutôt la tentative. Quoi, là, c'est pas la tentative, c'est une expérience donnée sur un domaine donné qui va donner lieu ensuite à une présentation de résultats. Et puis, par ce que j'appelle des quick wins, hein, donc des petites réussites hein, sur des espaces-temps très très courts, on va être capable et en mesure d'alimenter la transformation, puisqu'en bout du compte,
Le but étant, c'est qu'on soit en évolution continue et, et que ça alimente la pompe, quoi. La grosse difficulté, c'est le démarrage, hein. Grosso modo, on est réticent, on ne sait pas trop comment on va y aller. Souvent, ce qui motive, bah, c'est à coup, c'est la crise, hein. C'est-à-dire qu'il y a une crise qui apparaît, et puis tout d'un coup, on dit ouloulou, on aurait peut-être dû s'y mettre avant. Et puis après, bah, il faut y aller, et on démontre très vite que les actions comme les nôtres, en intelligence collaborative et collective, sur des espaces-temps très courts, vont apporter des résultats quasi immédiats et avec un risque au bout du compte très limité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que Frédéric là était très présent sur la discussion. Est-ce qu'il y a... N'hésitez pas, hein, je vois qu'il y a dans le petit, la petite enquête de démarrage, il y avait des gens aussi qui sont là pour acquérir des méthodes ou en apprendre un peu plus. Qu'est-ce que ça vous a convaincu? Est-ce que je peux compléter? Est-ce qu'il y a des points d'ombre pour vous? Est-ce que ça vous paraît convaincant? Euh, Fois plus, c'est jamais. Après, il faut le vivre, hein, quoi. C'est évidemment difficile. Alors, on verra que d'ailleurs, on va organiser bientôt des séances justement où là, ça sera des ateliers où des gens pourront se retrouver et participer à des expériences plus opérationnelles de manière à comprendre qu'est-ce que ça peut donner, hein. Donc, par exemple, on va simuler des entreprises fictives et puis voir comment en une journée on peut sur un sujet donné aboutir à des résultats intéressants. Donc, tout ça pour, une fois plus, que ça sorte du fantasme et que ça permette aux gens de comprendre la puissance, hein, d'une telle démarche, parce que c'est quand même extrêmement efficace et dynamique. Bon, écoutez, je pense que on a fait à peu près le tour. Si j'ai pas, il y a Sabrina qui a encore une question. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, Sabrina, merci. Donc, merci d'avoir participé à ce webinaire. Je vous rappelle qu'il y en a en général 2 par mois, hein, un qui est plus généraliste, hein, sur la transformation digitale, et puis un qui est plus orienté sur une de nos disciplines. Le mois prochain, on abordera entre autres tout ce qui est les outils, là, au bout du compte, les moyens informatiques mis à disposition de la transformation digitale, non pas donc en objectif, mais en termes de moyens, et un petit peu ce qu'on est capable de faire sur des espaces-temps très courts dans l'innovation. Merci beaucoup à vous, bonne journée et à bientôt.